Le moral des consommateurs américains est au plus bas, une situation qui pourrait avoir des répercussions sur l'économie mondiale. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Jean-Marc, le consommateur américain, je l'ai appris en vous lisant dans les Échos, achète 20% de la production planétaire. Mais c'est ouf comme chiffre. Eh ben oui, mais les États-Unis, ça fait près de 30% du PIB mondial et la consommation des ménages américains fait 70% du PIB. Donc vous faites la multiplication et vous arrivez à ce chiffre. La consommation des États-Unis, c'est le cinquième. Absorbe le cinquième du PIB mondial, c'est absolument colossal et cette part elle a beaucoup évolué. Il y a un demi-siècle, les Européens et les Américains étaient à peu près au même niveau, ça faisait 60% des deux côtés et aux États-Unis ça a monté donc à 70%, tandis qu'en Europe ça a baissé à 50%. C'est pour ça que regarder ce qui se passe du côté du consommateur américain, c'est particulièrement important si on veut essayer de comprendre où va l'économie mondiale. Et donc le risque justement pour l'économie mondiale, ce serait que ce consommateur américain dépense moins. Il est inquiet, si son moral est au plus bas depuis je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, c'est qu'il est inquiet. Est-ce qu'il a vraiment de bonnes raisons de l'être? Honnêtement, je veux dire, l'emploi se tient bien aux États-Unis, l'inflation est à peu près sous contrôle. Il a des raisons d'être angoissé? Alors, ce qui l'angoisse clairement, c'est l'incertitude sur les droits de douane pour l'instant. Alors, vous allez me dire, pour l'instant, ça va plutôt mieux. Et le dernier indicateur a remonté un petit peu. Mais il y a même de vraies angoisses sur ce que pourrait provoquer les droits de douane aux États-Unis sur toute une série de facteurs économiques qui touchent directement le consommateur. Et puis, il y a aussi d'autres mesures de la politique Trump qui pourraient affecter le consommateur. Donc, évidemment, l'effet de droits de douane, le premier facteur le plus important, c'est l'inflation. Vous savez que le débat est ouvert là-dessus. On l'a vu encore récemment à la Fed. Est-ce qu'on va avoir plus d'inflation à cause des droits de douane? On ne sait pas encore à quel niveau vont atterrir ces droits de douane. On en saura un peu plus sans doute le mois prochain, mais ça n'est même pas sûr. En attendant, le consommateur, il sait bien qu'il va en payer une partie. Alors peut-être pas tout, parce que les pays producteurs vont baisser leurs prix. Certains intermédiaires qui sont sur la longue chaîne entre un pays exportateur et le consommateur vont aussi en prendre une partie sur leur marge, c'est à peu près certain. Mais le consommateur américain, s'il y a hausse des droits de douane, il s'en prendra sans doute au moins la moitié dans des prix de vente qui seront plus élevés. Et donc, prix de vente plus élevé, ça veut dire évidemment pouvoir d'achat amputé. Puis, il y a une autre raison qui va peser sur le pouvoir d'achat. Alors ça, les Américains ne le mesurent pas directement parce que ça ne les concerne pas dans leurs revenus mensuels. Mais quand on regarde le pays dans son ensemble, eh bien, il y a eu une chute brutale de l'immigration aux États-Unis. Ces migrants, quand ils arrivaient, quand ils entraient dans le pays, généralement, ils prenaient des emplois que les Américains ne veulent pas prendre. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup moins de migrants, l'immigration illégale se serait pratiquement arrêtée aux États-Unis, eh bien, ça veut dire que l'emploi dans son ensemble va moins pouvoir croître. Et donc, ça veut dire que la masse de pouvoir d'achat disponible va aussi être moindre que ce qu'on pouvait, que la tendance des années antérieures. Donc, d'un côté, un pouvoir d'achat qui risque d'être mordu par deux endroits différents. Premièrement, par une hausse des prix et deuxièmement, par une population active qui est contrainte par la baisse de l'immigration. Le consommateur américain devrait conserver son job, mais il n'a pas aucune raison d'avoir peur de perdre son emploi, sinon. A priori, cherche des raisons qui pourraient l'angoisser. Oui, non, sur le front de l'emploi, a priori, tout va bien. Alors, l'emploi résiste, et d'ailleurs, les experts ont été surpris ces derniers temps par la résistance de l'emploi aux États-Unis. Mais quand on y regarde de plus près, on voit que ça résiste dans deux secteurs bien particuliers. Le premier, c'est la santé. Et il y a des raisons de se dire que ça ne va pas continuer. Et le deuxième, c'est le tourisme. Tout ce qui touche au tourisme, donc les parcs de loisirs, les hôtels, la restauration. Et ça, quand vous voyez les réservations qu'il y a pour cet été aux États-Unis, il y a des raisons de se poser même des questions tout à fait sérieuses là-dessus. Et quand on regarde les autres secteurs économiques, là, la tendance, elle est beaucoup moins bien orientée. Les PME, notamment, elles ont pratiquement coupé leurs embauches. On sait qu'on a des grandes entreprises de la tech qui ont annoncé des plans tout à fait significatifs de réduction des effectifs. Donc, quand on sort
d'une observation de loin et qu'on regarde d'un peu plus près, ben, la situation de l'emploi, c'est finalement beaucoup moins favorable qu'il n'y paraît, d'autant plus que, je le répète, hein, les emplois que ne prendront pas les migrants, les Américains auront beaucoup de mal à s'y résoudre à les prendre, même si on a une souplesse par rapport à l'emploi aux États-Unis qui est plus grande que ce qu'elle est en Europe. Donc, a priori, tout va bien. Hein, on a un taux de chômage qui est à peine à plus de 4%. On aimerait bien avoir ça en France. Mais si on y regarde de plus près, il peut y avoir des inquiétudes sérieuses sur le front de l'emploi, tout à fait légitimes. Et sur la bourse, est-ce que les ménages américains sont vraiment sensibles au chaos, au soubresaut des marchés boursiers de Wall Street? Alors ça, oui, et ils y sont par un indicateur tout à fait particulier hein, qu'ils reçoivent chaque fin de trimestre, qui est le relevé de leur 401K. Le 401K, c'est le système de retraite par capitalisation qui est le plus répandu aux États-Unis. Des dizaines de millions d'Américains ont un plan 401K, et chaque fin de trimestre, ils reçoivent un relevé leur disant, voilà, vous pouvez espérer tant de retraite à partir de la valeur des actions qui ont été placées dans ce fonds. Évidemment, s'il y a une chute brutale des cours de bourse, ça se verra tout de suite. Alors, ça s'est passé, hein, il y a eu une chute brutale des cours de bourse aux États-Unis qui s'est passée après le 2 avril, hein, après le fameux jour de la libération où des droits de douane exorbitants ont été annoncés. Clairement, les investisseurs ont pris peur, ils ont vendu massivement leurs actions, mais c'était, si vous vous en souvenez, le 2 avril, c'est-à-dire 2 jours après la clôture des comptes sur le premier trimestre pour tous les futurs retraités en 401K. Donc, ils n'ont pas vu. Hein. La bourse avait chuté à l'arrivée de Trump, elle avait remonté un peu. Et quand vous regardez, hein, vous reprenez l'histoire, elle s'est effondrée brutalement début avril. Mais donc, fin mars, c'était remonté à peu près au niveau de fin décembre, pas très loin en tout cas. Donc, les Américains n'ont pas été inquiets. S'il y a une chute de la bourse tout à fait sensible, et il y a plusieurs raisons d'envisager cette chute, le ralentissement de l'activité, le fait que les marges risquent d'être affectées par les droits de douane, eh bien, les consommateurs américains réagiront très très vite à cette mesure, hein, d'autant plus que la bourse elle a beaucoup progressé. Hein. Il y a Dave Rosenberg qui est vraiment un vétéran de l'analyse économique à Wall Street, qui remarque que eh bien il y a au moment de la crise financière de 2008, hein, où on a vu une chute brutale des cours de bourse, la valeur du capital des ménages américains pour leur retraite, c'était 15 000 milliards. Maintenant, c'est 50 000 milliards. Et donc, c'est beaucoup plus, c'est sans doute plus fragile. Et donc, attention aux réactions. Et puis, il y a un autre versant du patrimoine des Américains qui pourrait aussi les inciter à se dire il faut peut-être qu'on épargne un peu plus et donc qu'on consomme un peu moins. C'est ce qui se passe sur l'immobilier. Hein. Alors, le marché immobilier résiste pour l'instant aux États-Unis, les prix du moins, mais les transactions, elles ont diminué de moitié en 2 ans. Et donc, généralement, ça annonce des baisses de prix sur les logements. C'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et les taux d'intérêt aux États-Unis, quand vous achetez un logement, c'est à 7%. C'est un niveau extrêmement élevé. Et donc, ça gèle pratiquement tous les nouveaux projets d'acquisition. Et donc, ça aussi, ça peut se retrouver sur les prix. Donc, si vous avez d'un côté un nouveau choc sur la bourse et personne ne se risquerait aujourd'hui en exclure un, ou un cycle immobilier qui se retourne, et il y a des très fortes raisons pour que ça se retourne, à ce moment-là, les Américains, ils se diront oh là là, il est urgent de mettre de l'argent de côté. De mettre de l'argent de côté, ça veut dire moins consommer. D'autant qu'ils ont pas mal de crédits, les Américains, adeptes des multiples cartes de crédit dans leur portefeuille. Ils en ont trop des crédits sur le dos. Il y a des risques de défaut sur certains segments de crédit. Là, à nouveau, c'est comme pour l'emploi. Hein. Quand on regarde de loin, il n'y a pas de problème. La charge de la dette, elle est extrêmement limitée. Hein. Elle est autour de 10%. Donc, cette charge, elle est vraiment limitée. Mais là encore, quand on regarde de plus près, on voit qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'ont aucun problème d'endettement, qui sont les riches Américains, les foyers aisés.
En revanche, quand on regarde de l'autre côté, chez les foyers qui comptent le plus dès le 15 du mois, là, on voit, il y a plusieurs indicateurs qui indiquent que c'est plus compliqué. C'est vrai sur le crédit automobile, où il y a de plus en plus de défauts. C'est vrai aussi sur les cartes de crédit, où il y a de plus en plus de défauts. Ça monte de manière tout à fait impressionnante. Et puis, il y a un dernier point aux États-Unis sur l'endettement qui est un problème qui n'est pas près d'être résolu, qui est l'endettement des anciens étudiants. Vous savez que les études aux États-Unis ont un coût absolument astronomique. Au moment de la crise du Covid, le président Joe Biden avait suspendu les remboursements de ses prêts. Il y a eu des à-coups depuis début mai. Eh bien, les anciens étudiants endettés sont tenus de rembourser à nouveau leurs prêts étudiants. Et là encore, on sait qu'il va y avoir des défauts de ce côté-là. Ça concerne des millions d'Américains. Donc, quand on regarde de loin, la situation est tout à fait maîtrisée. Quand on regarde de plus près, on voit à nouveau qu'il y a beaucoup de foyers qui risquent d'être dans des situations financières compliquées, qui le sont déjà, comme l'indique la montée des taux de défaut sur plusieurs indicateurs. Donc on se dit quoi au final, en définitive, Jean-Marc? Parce que la consommation, donc moteur hyper important de l'activité aux États-Unis, moteur qui tourne moins vite en 2024 par rapport à 2023, un moral au plus bas cette année. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce que c'est une menace fantôme ou est-ce qu'il y a un vrai risque que les consommateurs américains soient moins frénétiques dans les magasins et se calment un peu sur leurs achats? C'est un indicateur auquel il faut être très vigilant. Alors, on sait qu'il y aura des forces de réaction. Si la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt, ça se retrouvera dans les taux d'intérêt des emprunts immobiliers. Ça finira par se répercuter. Si le chômage monte, on aura aussi des mesures qui seront prises. Donc, il y a des systèmes, des stabilisateurs automatiques, comme disent les économistes, qui permettent d'éviter une chute brutale. Mais clairement, on a tendance à considérer que, implicitement, quand vous écoutez les analystes, que le consommateur américain continuera d'acheter comme il l'a fait depuis des années. Je crois qu'il faut songer à remettre en cause cette hypothèse implicite et être très vigilant. Ça ne veut pas dire que ça va se casser la figure après-demain. Je n'en suis pas sûr. Mais en revanche, il faut être beaucoup plus vigilant qu'on ne l'a été ces dernières années pour toute une série de raisons à la santé du consommateur américain et à ce qui pourrait le faire épargner davantage et donc évidemment moins consommer. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci beaucoup Jean-Marc, bonne journée. Merci à vous. Salut. Bonne journée, au revoir. Merci.